Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Dufault. Bonjour. Bonjour. Tu es psychologue clinicienne Mhm. et aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de santé mentale maternelle. Mhm. Mais avant ça, j'ai quand même un peu envie qu'on regarde c'est quoi un peu ton parcours parce que pourquoi je t'ai sélectionné, comment ça se fait que tu t'es intéressée à travailler davantage en fait avec les mamans. Mhm. Moi, initialement, mon parcours professionnel a commencé avec les jeunes. Mhm. Donc, mon intérêt était vraiment de travailler avec les enfants et les adolescents. Mhm. Donc, pendant les premières années, justement, de ma carrière, si on veut, j'ai travaillé au niveau de la santé mentale jeune, puis en pédopsychiatrie. Mhm. Puis puis j'ai adoré, en fait, cette Mhm. expérience-là, tant au niveau personnel que professionnel. Puis suite à ma propre expérience de maternité, là, ça m'a comme amené à me réorienter un petit peu sur les clientèles avec lesquelles j'avais envie de travailler, puis de modifier un petit peu mon horaire, justement, pour avoir quelque chose de plus flexible. Donc, c'est ça qui m'a amené à aller vers Je la présume que pratique quand privée. quand tu travaillais aussi avec les jeunes, tu étais Mhm. beaucoup en contact avec les familles, avec les parents, Mhm. puis de constater que, oh, attends un petit peu, là, l'intervention sur un enfant, c'est une chose, mais si je travaille pas avec le parent, des fois, on vient rapidement limiter aussi parce que c'est leur quotidien, les enfants, là, leurs Mhm. parents. Là. Absolument. Puis c'est ça qui rend la pratique, justement, avec les jeunes plus complexe aussi. C'est qu'on a plusieurs acteurs au dossier, justement, avec qui créer une alliance, avec qui discuter, échanger, puis avoir un lien aussi significatif pour orienter ces parents-là qui souvent sont en détresse aussi de voir leurs enfants vivre des difficultés. Puis souvent, ben ça peut être une cause, tu sais, puis ça peut être aussi une Ouais. conséquence reliée au fait que les jeunes vivent des difficultés importantes là, au niveau de leur santé mentale. Donc, Absolument. ouais. Comment elles vont, les mamans, en 2025, à l'aube de 2026? Comment elles se portent? Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce qu'elles vont moins bien? Comment ça va? Qu'est-ce que tu constates dans ta clinique? Ce que je constate beaucoup, c'est à quel point les mamans ils ont une pression de performance. Les mamans modernes, si on veut, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on a accès à énormément de ressources justement en ligne, puis ce qui est... Les qui est- blogs, les sites Exact. Internet, les publications des divers Oui. professionnels sur les réseaux sociaux, tu fais Exactement. référence à ça, là. Oui, puis c'est hyper pertinent, puis c'est des ressources vraiment riches aussi à laquelle on a accès, puis souvent gratuitement aussi. Mais ça peut amener aussi l'envers de la médaille, qui est de performer un peu sa maternité. Donc, ça peut éloigner un petit peu de la sensibilité maternelle, justement, toutes ces lectures-là. Puis là, il faut que je dise ça comme ça. Puis là, je devrais pas dire non à mon enfant. Puis là, telle psychoéducatrice a dit que je devais intervenir comme ça. Fait que des fois, ça nous éloigne un peu de cette sensibilité-là. Puis ça vient avec une pression, puis une grande culpabilité aussi. C'est beaucoup ça On que j'observe. mentalise quelque chose qui est relationnel dans le cœur. Vraiment. C'est ça que tu veux. C'est un peu ça la. Oui. Puis, si je t'entends, c'est comme de dire, ben, il faut que je fasse ça. Mais même si tu le fais, mais si t'es pas connecté à toi, si t'es pas dans ton corps, dans ton cœur, si t'es pas aligné, si ça fait-tu avec toi, en fait? Ça fit-tu avec Vraiment. toi? Ben, ça se peut très bien que ce que tu fasses, l'intervention en soi est bonne. Mais si elle n'est pas faite avec un alignement puis dans ton cœur, ça se peut que ça fonctionne pas, là, en fait. Exactement. Puis c'est de trouver, je trouve, l'équilibre entre notre sensibilité maternelle, qu'est-ce que nous, qui est concordant, justement, qui est cohérent avec nos valeurs, avec notre contexte familial, avec notre partenaire aussi, coparent, avec le type d'enfant qu'on a aussi, avec notre bagage aussi personnel, tu sais, qui nous a amené où on est aujourd'hui, puis comment on veut être en tant que maman. Donc, c'est de trouver l'équilibre, je trouve, entre cette sensibilité-là, puis les notions théoriques, justement, tu sais, qui sont proposées, les interventions optimales, si on veut. Donc, je pense que c'est un juste milieu entre les deux qui serait souhaitable. Puis c'est facile de s'y perdre un peu, puis de se déconnecter un peu de ça parce que, ben, on a lu qu'on devait agir comme ça. Donc, même si ça ne fait pas ou c'est pas senti, ben, on peut se sentir coupable d'intervenir différemment. Tu as parlé de sensibilité maternelle. Je présume que c'est sensibilité parentale. Là, en Oui, fait, absolument. il ne doit pas avoir nécessairement une différence entre si c'était un papa ou si c'est une maman. Ça se définit comment, ça, de la sensibilité parentale? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça, concrètement? Oui, concrètement, c'est un peu le radar qui fait en sorte qu'on est suffisamment sensible et à l'écoute, justement, pour décoder les besoins de nos enfants, puis d'être suffisamment ajusté à ces besoins-là aussi. Donc, Winnicott parlait de la mère suffisamment bonne, là, donc c'est
d'être capable de répondre de façon le plus cohérente et constante possible à nos enfants, finalement, à leurs besoins pour développer un lien d'attachement qui est sécurisant. Donc, c'est que quand il se manifeste quelque chose devant moi, que je sois capable de décoder que derrière ce comportement-là, il y a probablement tel besoin, puis je vais offrir une réponse dans un délai quand même assez raisonnable. Plus ils sont petits, je présume, plus il faut répondre rapidement, puis plus ils sont vieux, ben là, plus on peut des fois leur faire patienter dans ce monde où est-ce qu'on veut tout hier. Puis que ma réponse à un besoin donné, ce soit tout le temps la même, le plus souvent la même réponse, en fait, qui va venir de cette fameuse constance. Oui, exactement, le plus possible. Hein? Fait que c'est d'être suffisamment bonne, donc c'est pas le but d'être parfaite, puis à chaque fois d'avoir des interventions super ajustées. Puis c'est beaucoup cette culpabilité-là, justement, de pas toujours incarner la mère qui se régule en tout temps, la mère qui est toujours dans l'accueil, dans la bienveillance de ses enfants, la mère qui perd Ça se peut-tu, ça, Marie-Pierre? Ça se peut-tu, une maman qui est tout le temps, ou un papa, là, peu importe, mais qui est tout le temps à être bien régulé et pète pas de coche. Ça se peut-tu, ça? Fait tout le temps à la bonne intervention. Ça se peut-tu, ça? Je n'ai jamais rencontré, en tout cas. J'en ai jamais rencontré. Puis en fait, tu sais, l'important, c'est vraiment d'aller réparer. Hein? Tu sais, c'est pas de jamais, de toujours intervenir de façon parfaite. C'est que quand, en tant qu'être humain, on a des limites puis on a des émotions aussi en tant que parent. Fait que c'est quand on sent qu'on est moins cohérent dans comment on a réagi à notre enfant, c'est de le nommer à notre enfant puis de réparer, de dire je suis désolée. Oui, j'ai maman à monter le ton puis tu méritais pas ça, je suis désolée, tu sais, je m'en excuse, je suis plus fatiguée, mais t'as pas à subir ça. Fait que c'est d'aller réparer après, c'est ça qui est important. C'est pas de jamais être impatient, de toujours avoir la bonne intervention, c'est que d'être suffisamment sensible à quand on sent qu'on déborde un peu de ce cadre optimal-là, c'est d'aller le réparer avec notre enfant puis de l'adresser. Donc, ça n'existe pas. Fait que si tu nous écoutes puis tu dis, mais oui, mais là, moi, c'est ça que j'aspire, ben, tu y arriveras jamais! Vraiment. Parce qu'on est des humains, fait qu'on est rempli de faiblesses, de failles, puis on est vulnérable. Puis ça, ben, c'est pas toujours évident à gager, là, mais quand même. Puis tu parles que quand, mettons, je vois que ma marmite, dans le fond, est comme un peu sur le point de déborder, puis là, des fois, ça va faire que je déborde, puis là, je peux réparer, c'est une chose. Mais quand ma marmite, elle déborde tout le temps, qu'est-ce qu'il faut que j'aille adresser? Parce que tantôt, tu parlais de la pression. Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi la pression qu'elles ont, en fait, justement, ces mamans-là? Qu'est-ce qui remplit leur marmite? Bien, c'est tous les rôles sociaux à laquelle sont appelés à jouer. Donc, d'être souvent une professionnelle ou une travailleuse, finalement. D'être la maman le plus impliquée possible, d'être une bonne amoureuse, d'être une bonne amie, de prendre soin de soi, de sa santé mentale, sa santé physique, d'être patiente. Tout ça avec un manque de sommeil la plupart du temps, avec une charge mentale qui est importante aussi. Donc, souvent, c'est une maman qui n'a pas beaucoup d'espace, justement, pour prendre soin d'elle, puis des fois, fait en sorte que le réservoir il est plus vide un petit peu. Donc là, c'est là que souvent, on voit plus d'impatience, d'irritabilité. Fait que dans ces moments-là, on est bienveillant avec nos enfants, mais c'est de l'être avec soi aussi, en être capable de reconnaître quand, là, je sens que je suis moins patient, je me sens plus fatiguée, plus irritable. Comment je peux faire de l'espace pour moi puis prendre soin aussi de moi, pour justement être le plus disponible possible. Donc, ce que j'entends, c'est qu'au quotidien, ça se peut que oui, j'aille déborder puis que là, je vais faire de la réparation relationnelle comme tu l'as nommé en fait tout à l'heure. Peut-être que je vais dire non à un souper ou tout ça, mais ce que j'entends, c'est qu'en macro, en plus large, j'ai besoin de regarder il y a quoi dans ma marmite puis est-ce que dans le fond, j'ai besoin de tout ça. Puis souvent, notre cerveau, il nous joue des tours de « je pense que j'en ai besoin, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis qu'est-ce que je peux comme... » Parce que des fois, ça va amener des choix importants. Est-ce que mon travail me convient réellement, en fait, actuellement? Ou est-ce que... Écoute, je suis dépassée avec un enfant, j'en voulais deux, mais j'en veux-tu vraiment deux? C'est où, là, le besoin d'avoir... Tu sais, c'est... Fait que ça, c'est le genre de choses que toi, tu fais en consultation. Je présume quand tu reçois, mettons, des mamans qui viennent te voir, c'est le genre de discussion que vous devez avoir. Oui, absolument. Puis c'est d'aller voir sur quoi elles ont le contrôle aussi. Qu'est-ce qui peut alléger? Est-ce que c'est de faire préparer des repas? Est-ce que c'est d'avoir une aide ménagère? C'est quoi les zones sur lesquelles on peut travailler pour alléger cette charge mentale-là? Puis évidemment, le partenaire, que ce soit papa ou l'autre maman,
sont essentielles aussi Absolument, dans cette dynamique-là, dans cette possibilité d'alléger puis de prendre soin aussi de maman. Utiliser son réseau, dans le fond, aussi. Comme je suis tout à fait d'accord avec l'adage qui dit « ça prend un village pour élever un enfant Vraiment. », mais on est dans une société où est-ce qu'on n'a jamais autant été isolé, où est-ce qu'on dirait que c'est vraiment difficile d'aller demander de l'aide. Ça tend à vouloir changer, mais c'est correct de demander de l'aide, de mettre un pied à terre, puis de dire « Hey, maman, tu peux-tu m'en amener de la sauce asperge, en fait? » comme, parce que c'est tout de déconstruire des croyances. Là, je veux dire, on a connu que la maman a fait la bouffe, a fait la scie, a fait ça. Puis là, moi, je travaille en ce moment, fait que je me fais préparer des repas, fait que je suis une moins bonne mère. Oui, absolument. Puis ça revient souvent aussi, ça, justement. Puis ça vient avec beaucoup de paradoxes aussi. À la fois, j'ai le goût de faire des beaux petits repas bio à mes enfants, mais j'ai pas le temps, puis ça se peut qu'ils mangent des croquettes McDo à soir. Puis c'est correct pour mon équilibre mental. Puis les enfants vont être bien contents de ça aussi. Fait que oui, tu sais, c'est difficile de demander de l'aide, je pense, parce qu'il y a cette croyance-là, comme tu dis, que les mamans, elles doivent tout supporter, elles doivent tout gérer. Puis, moi, j'entends souvent, je suis capable. Oui, exact. C'est pas parce qu'on est capable qu'on doit, qu'on doit tout prendre sur nos épaules. Parce que ça peut faire pour un temps, mais à un moment donné, justement, ça vient lourd d'avoir cette pression-là. Fait que ça aussi, tu sais, c'est d'essayer d'aller chercher de l'aide. Puis c'est pour l'environnement aussi des jeunes parents, tu sais, de l'offrir aussi cette aide-là, parce qu'on sait que parfois, il peut y avoir une gêne, il peut y avoir un malaise, une culpabilité à aller solliciter l'aide de l'environnement. Mais c'est vraiment important. Absolument. Tu parlais du partenaire ou en fait, le coparent, dans le fond, là, qui va être là. Mais justement, en fait, les papas sont plus présents que jamais, mettons. Sauf que la réalité des statistiques puis de la recherche actuellement, c'est qu'il y a encore un débalancement qui est là. Les mamans en prennent encore plus. Fait que comment tu vois ça? Comment tu le vis dans ta pratique, justement? Parce que les papas sont quand même là. Fait que il se passe quoi? Oui, puis les papas modernes sont plus présents en termes de temps puis de qualité que toutes les autres générations de papas avant, tu sais. Puis il y a ce désir-là d'être impliqué, d'être investi. Vraiment. Puis de partager justement cette charge-là. Comment le congé maternité souvent est vécu, ça fait en sorte souvent que la charge, c'est comme si inconsciemment ça repose sur maman parce que c'est elle qui est à la maison, donc c'est elle qui va au rendez-vous, au vaccin, qui prend tout déjà sur ses épaules. Donc quand il y a le retour au travail, généralement c'est comme si inconsciemment ça revient un petit peu à la maman. Sans que ça soit nécessairement le coparent qui mette ça. Mais... Ben oui, puis stratégiquement, dans le fond, c'est parce qu'on est encore on n'est pas encore équitable non plus au niveau des travails, au niveau des. Fait que ça fait en sorte que quand tu as ta question à te demander, bon, là, on va avoir rien qu'un salaire pendant tant de temps, fait que c'est lequel qui gagne plus. C'est encore souvent le papa. Donc, c'est moi qui va rester comme à la maison, tu sais. Fait que ça va contribuer encore à cette fameuse... ça tend à vouloir changer, là, en fait. Là, il y a comme plus de... j'ai regardé, en fait, la revue de la jurisprudence, là, en fait, justement, dans le développement récent des droits de la famille. Puis c'était les constats qu'on avait, c'était que les mamans monoparentales ont maintenant accès à plus de revenus, à plus de possibilités. Mais la fameuse, en fait, encore équité salariale ou dans des milieux où est-ce qu'il y a c'est majoritairement des femmes, on voit encore que on a encore du travail à faire. C'est pas fini, c'est pas fini. Il faut continuer, en fait, ce bout-là. Là. Absolument. Puis c'est beaucoup de discussions, hein, c'est cliché, mais la communication, c'est vraiment... C'est vraiment clé aussi dans une période où justement tout bouge, tu sais, tant au niveau de l'identité individuelle de la maman, mais aussi dans la relation de couple, que ça vient bouger des choses. Donc au niveau identitaire, au niveau émotionnel, relationnel, c'est tellement une période qui est déstabilisante ou que c'est comme si on prend le casse-tête puis on mélange tous les morceaux, tu sais, fait que c'est difficile individuellement, mais ça peut vraiment l'aider aussi sur la relation de couple, tu sais. Absolument. Parce qu'on est fatigué, on est stressé, Qui on était à 2, puis là, on est rendu 3 ou 4 ou 5. Tu sais, peu importe. Parce que là, il va falloir qu'il y ait un ajustement. Ce serait quoi, mettons, tes clés par rapport à ça? Faudrait-tu en parler quand on est enceinte? Sais-tu quand le bébé arrive? C'est quand est-ce, en fait, qu'on devrait avoir des discussions pour prévenir, justement, ou pour s'ajuster au mieux de ce qu'on veut comme couple, mettons? C'est sûr qu'idéalement, avant, tu sais, même de se lancer dans le projet d'avoir un bébé, discuter aussi de nos valeurs, comment qu'on voit la parentalité et tout ça. Après, c'est sûr que comment on va le vivre, on le sait pas nécessairement. Oui, exact, tout à fait. Fait que ça, c'est un peu une surprise aussi, dans le sens qu'on sait pas comment hormonalement, émotionnellement, quel genre de réseau on va avoir. Est-ce que finalement, nos parents qu'on pensait qu'ils allaient être très aidants le seront moins? Donc, c'est difficile quand même de prévoir. Mais je pense que
ça mérite quand même d'ouvrir la discussion quand on est reposé, qu'on n'est pas trop émotionnellement impliqué encore. Donc, je pense que c'est important de dire, est-ce qu'on a une vision quand même similaire de la parentalité déjà avant de se lancer dans ce projet-là? On va se le dire, c'est pas sexy là, comme discussion, mais elle est vraiment nécessaire. Puis tu vois, ça me fait penser aux familles recomposées, des fois, moi, que j'accompagne, que c'est un nouveau partenaire. J'arrive avec mes enfants, il arrive avec ses enfants. Si on veut mettre tout ce beau monde-là ensemble, là, il va falloir qu'on en parle là, de comment toi tu gères ça, ta routine, comment tu gères ça, toi, les règles puis tout ça. Alors que quand on n'a jamais eu d'enfant, des fois, tu penses même pas à ça. Tu penses à l'accouchement. Et qu'on se prépare donc bien à ce moment-là de notre vie qui va durer pas tant longtemps. Mais que, puis là, je veux pas le banaliser, là, il est vraiment, vraiment important. Mais je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin aussi que juste comme la grossesse puis l'accouchement. C'est aussi de se demander... Tu vois ça comment, toi, être maman, puis tu vois ça comment être papa, tu sais, parce que si moi, dans ma tête, j'ai l'intention de te donner le congé parental, puis que je retourne au travail, puis que l'autre, il pensait que ça allait être toi, au moment où est-ce que Timinou est là, on aurait peut-être pu avoir cette discussion-là avant, là. Vraiment, puis même par rapport au choix, tu sais, je pense que ça se décide ensemble, mais tu sais, est-ce qu'on a envie d'offrir tel... Par exemple, l'allaitement. Tu sais, je pense que c'est important d'en parler avant. Tu sais, de pourquoi c'est important pour nous, comment ensemble on va le porter, cette décision-là. Puis c'est la même chose avec, tu sais, la manière d'éduquer l'enfant aussi. Comment qu'on voit ça, nous, éduquer un enfant, c'est quoi nos valeurs qu'on a envie de transmettre. Après, évidemment, que c'est appelé à bouger quand même quand on va le vivre, quand on va être fatigué, stressé, puis qu'on n'aura pas beaucoup de temps aussi pour connecter en tant que couple, tu sais. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là avant, puis de s'ajuster, puis c'est de... Des fois, ça peut être de se proposer un moment dans la semaine pour faire des petites mises au point ensemble. Tu sais, comment ça va, comment tu le vis. Parce que on parle. Oui, mais là, Marie-Pierre, ça va trop vite, la vie, là. J'ai pas le temps, là. C'est vrai que ça va vite. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai que ça va vite. Puis des fois, tu sais, rendu à 8h30 le soir, ça ne nous tente pas nécessairement de parler de ça. Pas le goût de parler, de mettre les basses été. Vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est de faire de l'espace, en fait. Fait que c'est vrai que c'est facile à mettre de côté, mais que c'est un investissement. Parce que je pense que t'sais, ici, on parle de comment les mamans le vivent, mais les papas aussi, puis l'autre parent aussi peut avoir de la difficulté à trouver sa place. Donc, c'est vraiment de s'en parler. Puis, quand on donne accès à comment on se sent à l'intérieur, c'est comme ça qu'on peut connecter puis développer notre empathie par rapport au vécu de l'autre. Fait que si on s'en parle pas, ben c'est dur, c'est ça, d'être empathique puis de partager cette charge-là puis d'être validé aussi. Ben, moi, j'ai le goût de donner mon petit truc. En fait, des fois, qu'est-ce que je fais le parallèle avec un rendez-vous chez le médecin. Quand ton médecin t'appelle et te dit tu vas avoir un rendez-vous telle heure, telle date, habituellement, tout ce qui est dans ton horaire, jump. Oui, vraiment. Alors, pourquoi tu ne donnes pas cette même importance-là avec ton partenaire, en fait? D'avoir un moment stratégique où est-ce que ça, il n'y a rien d'autre qui peut tasser ça, tu sais, parce que on est important. Bien plus que le médecin. Je vis avec tous les jours. Bon Dieu Seigneur. Vraiment. Puis quitte à rendre ça plus fun, tu sais, de dire, on se commande des sushis, puis on se donne une petite portion de parler. On n'est pas obligé de sortir 2 jours dans un week-end à Tremblant. C'est pas nécessaire. Exact. Puis même que, justement, c'est des petits moments de connexion, des petites attentions au quotidien aussi que... Tu sais, je change un peu de sujet, mais c'est qui font du bien aussi à la relation. On dit, elle m'a préparé mon café ou une petite bonne journée. Tu sais, c'est prendre le temps aussi au quotidien, dans les micro-moments, justement, pour continuer à alimenter le couple conjugal, finalement, puis pas seulement le couple parental qui prend beaucoup de place, notamment dans les premières années de vie, là. Oui, absolument. Puis c'est de se donner aussi cette période-là aussi, tu sais, le premier 0-2 ans, c'est les hormones, si j'allaite, je veux dire, tu sais, c'est le concept un peu de la matrescence, en fait, qu'on entend beaucoup parler. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, ça, la matrescence? Oui, bien, en fait, c'est la contraction des mots maternité puis adolescence, parce que c'est vraiment une période une grande période de bouleversement, un peu comme la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Fait que c'est une période où, au niveau identitaire, il va y avoir beaucoup de remaniements, au niveau émotionnel aussi, au niveau hormonal. Donc, c'est une période de grands changements puis de grands bouleversements. Donc, ça peut être assez vertigineux quand même comme période. Est-ce qu'on pourrait dire la patrescence? Est-ce que ce concept-là se vaudrait aussi? Je pense pas nécessairement qu'il est répertorié, mais pour les papas aussi, c'est un grand... le coparent, dans le fond, c'est un grand bouleversement tout autant. Il y a la portion des hormones, par exemple, là, qui n'ont pas. C'est vrai qu'on parle du concept de matrescence, mais oui, c'est un grand bouleversement aussi pour l'autre parent, effectivement, de voir sa vie
bouleversé. L'arrivée d'un enfant bouleverse une vie au niveau de beaucoup d'aspects. Donc oui, absolument, ça en fait partie aussi. Fait que c'est une période où il y a énormément de changements. Donc ça se peut qu'on se sente un petit peu perdu aussi. Puis je pense que c'est important d'en parler, tu sais, tant pour la maman qui va le vivre, mais aussi pour la relation de couple, que le postpartum, il ne dure pas 6 semaines. Tu sais, le dernier rendez-vous, il est après 6 semaines. Mais le postpartum, ça va jusqu'à 2-3 ans, tu sais, de sentir soi-même. Puis soi-même, ça veut pas dire pré-bébé, dans le fond. Puis tu parles de postpartum, puis j'ai comme envie que tu nous fasses une distinction entre, parce que justement, tu rentres dans la maternité, dans la paternité, puis là, en fait, il va venir un chamboulement d'hormones, et là, tu as le baby blues, puis là, tu parles de postpartum, et il va venir aussi des fois la dépression postpartum. Oui. Est-ce que ce sont des concepts qui appartiennent juste aux mamans? Non, pas nécessairement. De plus en plus, on entend parler justement de dépression postpartum chez le père aussi. Okay. Donc, c'est quand même non négligeable. Ça peut se manifester de façon différente, mais tu sais, un papa qui va être plus impatient, qui va avoir de la difficulté à apprécier sa nouvelle réalité, qui va peut-être être plus colérique. Il y a des papas aussi que ça va s'exprimer par les pleurs un peu plus comme les mères aussi. Mais c'est ça, c'est d'être sensible aussi avec comment papa évolue justement dans ce nouveau rôle-là, puis d'en parler, comment tu vas, tu sais. Parce que je pense que autant dans les suivis, tu sais, de grossesse et tout ça, évidemment qu'on fait beaucoup de place à la maman, mais je pense que c'est important aussi d'avoir un œil sur l'autre parent, comment lui va, comment lui accueille ces changements-là. C'est sûr que s'il n'est pas au rendez-vous, c'est difficile, là. Bien, absolument. Absolument. Fait que peut-être que ça peut être stratégique aussi des fois de dire on va y aller ensemble, là, en fait. Mais, puis la dépression postpartum, elle, chez la maman, elle se manifeste plus comment? Tu sais, si je suis à la maison en ce moment puis on les écoute, je me questionne peut-être, c'est quoi en fait les symptômes? Bien, c'est évidemment une perte d'intérêt, un peu comme dans les symptômes de la dépression typique, mais plus relié évidemment à ce qui est relié à la maternité, mais justement plus de pleurs, ça peut être même au niveau de la présence des suicidaires, ça peut être une grande anxiété aussi, sentiment de culpabilité, de sentir que son bébé, il mériterait une meilleure maman, tu sais, on entend dans la clinique des fois dans les mamans postpartum justement qui seraient quasiment mieux avec n'importe quelle autre mère, tu sais, fait qu'il y a une difficulté à constater sa valeur alors que de façon plus objective, tout ce qui est rapporté concorde avec une maman qui est good enough, qui est cohérente, qui est adéquate, effectivement, puis qui est aimante envers son bébé. Donc, ça peut se manifester de plusieurs façons, mais je pense... C'est quand qu'on peut dire que là, parce que c'est le baby blues, ça c'est au début. Oui, on parle plus de quelques journées, par exemple. C'est que... Okay, ça va durer, c'est quelques journées après la naissance, puis ça va durer quelques journées aussi? Oui, dans le fond, c'est que quand le placenta est expulsé, il y a vraiment une chute au niveau des hormones qui peut amener justement cette tristesse-là. Donc, une maman qui va plus pleurer, une maman qui se reconnaîtra pas nécessairement tant pendant quelques jours. Mais ça, c'est normal, en fait. J'ai tellement broyé ma vie, ça va bon sens. Je me rappelle, mon voix, je suis comme Oui. Fait que ça, c'est normal, ça dure quelques jours. Quand ça commence à s'installer dans le temps, là, on a un petit indicateur qu'il y a quelque chose d'anormal. Fait que c'est important d'en discuter avec le médecin aussi, avec le médecin ou la sage-femme ou avec des professionnels autour. Je pourrais avoir passé droit, mettons, le passé go, en fait, mon baby blues qui passe, tu sais, comme qu'on dit que ça va quand même bien. Puis là, de m'amener, oups, là, il y a d'autres choses qui s'installent. Puis là, peut-être que ça peut arriver plus tard, dans le fond. Là. C'est pas nécessairement juste dans les premiers mois, premières semaines, ça pourrait arriver beaucoup plus tard aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, le baby blues, il y a des mamans qui vont le vivre relativement relax, dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement une grande intensité de tristesse, quoi que ce soit. Donc, ça peut passer un petit peu plus doux, dépendamment chez certaines mamans. Oui, effectivement, comme tu dis, ça peut s'installer plus tard parce qu'il y a la fatigue qui s'accumule, il y a les exigences qui peuvent s'accumuler, il y a... Tout le manque de sommeil. Le manque de sommeil, l'isolement aussi qui quand même caractéristique du congé maternité, à part si on a la chance de le partager, évidemment, avec d'autres amis, par exemple, qui sont en congé maternité. Mais c'est ça, puis c'est de changer de rôle aussi. On est habitué d'être dans un rôle qu'on sent qu'on s'accomplit. Il y a des mamans qui vont arriver dans la maternité puis ils vont dire, bien, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de nourrir mon bébé puis le changer. Oui. Alors que, tu sais, on s'entend que c'est exceptionnel déjà, tout ça. C'est pas juste ça. T'as fait un humain. Oui, exact. Puis d'en prendre soin, c'est très exigeant. Hein? Mais ça se peut que dans le sentiment d'accomplissement... Peut-être ça ne définit pas au complet. Exactement. Absolument. Puis je trouve aussi que on entend beaucoup, tu sais, un peu les deux modèles un peu opposés. On entend beaucoup, tu sais, le phénomène de la mère à bout qui normalise que c'est donc difficile, puis qu'elle aide dans ça, puis ses enfants le gossent, la gosse et tout ça. Puis un peu
la maternité idéalisée aussi, tu sais, que tout est beau, que c'est Oui. extraordinaire, que c'est la La meilleure chose au vérité, monde. t'inquiète pas entre les deux. Ben, puis tu sais, probablement que la vérité, tu sais, est dans les deux pôles aussi, Ben mais oui. je trouve qu'on entend moins de représentations de mamans qui, à la fois, trouvent ça extraordinaire, mais aussi ont besoin de s'accomplir dans d'autres choses. Tellement. Puis même s'il y a des journées extraordinaires, ils ont aussi hâte que leurs enfants se couchent certaines journées. Oui, c'est ça. Dans la même journée, moi, je Oui. me promène dans le spectre. Exactement. Mon Dieu que je t'aime, puis mon Dieu que je te passerai par la fenêtre. Oui, Je le absolument. ferai pas, là. Oui. Mais On se c'est rassure. comme- on Ben rassure oui, tout le monde. oui, parce que c'est tellement prenant, c'est Absolument. tellement exigeant à tous les niveaux. C'est un grand don de Absolument. soi de la Absolument. parentalité, fait que ça vient avec des émotions paradoxales. Tu sais, moi, je parle souvent du paradoxe de la maternité aussi. Là. Vraiment. Marie-Pierre, je t'écouterai pendant des heures. Là, j'aimerais ça qu'on termine avec des pistes concrètes sur je me sens dépassée. J'ai l'impression, tu sais, tu as parlé d'isolement. C'est vers où on peut se diriger justement pour aller chercher peut-être de l'aide pour sortir justement de cet isolement-là? Bien, évidemment qu'on n'a pas accès à ces villages-là, hein, comme tu as parlé plus tôt. Il y a des ressources, des organismes qui existent. Hein. Tu sais, je pense à la Maison des familles, qui est vraiment un endroit où les mamans peuvent se... Attends un petit peu, excuse-moi, je te Pas coupe, grave. mais dans le fond, ce que tu as dit au début, c'est utiliser ton réseau. Donc, appelle ta mère, appelle ta Oui, soeur, ta des marraine, amis. ton ami, ose en fait demander en fait de le nommer. Fait que déjà, il y a ça. Oui. Mais si j'ai pas de réseau, Ou si j'ai de la difficulté à le peut-être. solliciter pour différentes ou que mon réseau raisons. est peut-être pas super sain pour moi, là. Oui, puis Ça se tu peut sais, aussi. souvent aussi, aujourd'hui, les parents ont des enfants plus tard en moyenne. Fait que ça se peut que les grands-parents Ouais, tu sais, soient moins travaillent aussi disponibles. ou que Tout à fait. ça soit, qu'ils habitent dans une autre ville. Fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a le Absolument. privilège d'avoir un réseau Tout à super fait. impliqué. Donc, les maisons des familles, Oui, il y a divers organismes aussi. Là, Absolument. les où- organismes d'allaitement, je présume, en fait, si on allait, Absolument. en fait, ils peuvent Oui. avoir un réseau aussi qui Oui. peuvent être là. Absolument, je pense à Nourrissource, je pense à plein d'autres organismes que peut-être tu pourras partager. Là. Mais oui, il y a beaucoup de ressources intéressantes. Il y a des cours de sport aussi où que la maman peut y aller avec bébé. Donc, c'est une occasion de Créer des liens. créer des liens, de bouger en même temps, de Absolument. sortir de la maison parce que des fois, ça peut être un peu aliénant tu sais, de rester Tout le temps dans constamment ton... dans ton environnement. Absolument. Après, il y a le 811 aussi. On peut aller tu sais, demander de l'aide en appelant Ok, Info oui, c'est bon. Sociale aussi. Absolument. Parler à son médecin, sa sage-femme, de consulter un professionnel de la santé aussi, que ce soit travailleur social, psychologue, éducateur spécialisé, peu importe, mais c'est de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide puis de Puis ne de pas pas rester attendre. isolé. Oui, C'est ça que je comprends. De y aller, Absolument. en fait, le plus rapidement possible. Oui. Attendez pas que ça fasse trop mal, en fait. T'as pas besoin de ça, en fait. C'est comme... Oui, c'est normal que ce soit Oui. difficile, mais en même temps, t'es pas obligé de le vivre toute seule, en fait. mais Vraiment non, pas. surtout pas, surtout pas. Marie-Pierre, merci tellement d'avoir Ben, été merci à avec toi. moi. C'était extrêmement pertinent de t'écouter. Merci à toi.